Tu peux faire beaucoup de placements, avoir un très bon niveau musical et quand même passer complètement à côté de ta sécurité sur le long terme dans ta carrière de composition. Et la raison, c'est souvent la même, c'est les points de master. Le problème, c'est que quand on les comprend pas, on les néglige et en général, on passe à côté alors que ce sont des points qui sont essentiels pour pouvoir construire un catalogue long terme. Alors pour commencer, on remet les bases. Dans la musique, il y a deux grands types de droits. Tu as les droits d'auteur et puis tu as tous les droits qui sont liés au master. Donc en gros, les droits liés à la propriété commerciale d'une œuvre. Sur une œuvre, tes points de master, ça va être les pourcentages que tu touches sur l'exploitation de ton œuvre. Donc typiquement, tu vas toucher un pourcentage sur les streams, les passages radio, les synchros et les ventes par exemple de CD en physique. Et contrairement à ce qu'on pense, les points de master, ils sont absolument pas automatiques. Soit ils se négocient, soit ils se cèdent, dépendant des contrats. Alors pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de compositeurs qui passent à côté de ça? Alors il y a deux problèmes, mais la raison principale en général, c'est que les compositeurs, ils pensent court terme et pas long terme. Ils pensent cachet, ils pensent visibilité et ils pensent crédit. Et ça, c'est tout à fait normal, surtout au début d'une carrière où tu te dis « Ah là là, vas-y, si là je fais un disque d'or avec cette prod, je vais me mettre trop bien. » Et donc j'ai pas besoin de penser à tout l'aspect business. Bon, la réalité des faits est que c'est complètement faux. Tu peux toucher sur un disque d'or sans vanne avec ta part de composition peut-être 2000 €. Et du coup, le problème que ça amène, c'est que le cachet, c'est qu'une fois. La visibilité de ton œuvre et le fait qu'elle marche, c'est complètement incertain. Alors que les masters, que ton œuvre marche ou non, qu'il y ait des ventes de CD ou non, ça reste quand même un revenu qui va être récurrent parce qu'il y a une exploitation globale de tes œuvres. Et quand tu cèdes 100% de ton master, en réalité, tu cèdes ta capacité à pouvoir faire de l'argent sur ta musique et avoir des revenus récurrents sur ta musique pendant 10, 20, voire même 30 ans. L'autre cas aussi, ça peut être parce que tu te retrouves face à des managers ou alors des producteurs de l'artiste avec lequel tu travailles qui essayent de te mettre la pression pour faire sortir le placement en gagnant le plus d'argent possible de leur côté. Ça, c'est un cas qui arrive très souvent. Et donc du coup, ils vont essayer de te mettre la pression en te disant que non, ils veulent pas te céder de points de master, déjà ils te passent des points de composition, en plus là, regarde, au lieu de te mettre 300 € de cachet, ils t'en mettent 600 pour la prod, enfin bref. Ils vont tenter tout ce qui est possible parce que eux, ça les emmerde au niveau comptable de créer une ligne en plus pour te rémunérer et que en réalité, ils en ont juste rien à foutre et ils veulent juste récupérer le plus d'argent possible. Donc faut faire super attention, les points de master, c'est essentiel. Et c'est très intéressant que tu les gardes. Après, je dis pas, dépendant des opportunités de carrière, si demain, t'as jamais eu de placement et d'un coup, t'as un son avec Future et Travis Scott et qui veulent pas te céder de points de master, ce que les Américains en général ne font pas, hein. Les Américains sont plus carrés là-dessus, mais imaginons, ils voudraient ne pas te céder de points de master. C'est vrai que si déjà tu prends des parts de publishing et des parts de composition sur un titre qui peut vraiment t'amener une véritable, pour le coup, visibilité auprès de ton industrie, ça peut valoir le coup. Mais évidemment, dans les 3/4 des cas, voire 99% des cas, je te déconseille ça. Il y a un autre point qui est fondamental là-dedans, qui concerne les masters et qui concerne aussi les éditions. C'est que ce sont les seuls droits que tu peux revendre plus tard. Donc si tu possèdes ni l'un ni l'autre, tu n'as pas de catalogue valorisable, donc tu n'as pas d'actifs. Et ça, c'est important dans ta vision business de la composition. Je sais que ça ne va pas toujours ensemble pour tout le monde, mais on reste dans une industrie, donc on reste dans du business et on reste des entrepreneurs finalement. À partir du moment où on est compositeur et qu'on essaye de placer des prods et de générer des revenus avec nos œuvres, c'est super important aussi de réfléchir long terme. Et avoir un catalogue valorisable et avoir un actif financier potentiel, c'est super intéressant et c'est surtout super important pour se sécuriser sur le long terme. Et pour ça, on va prendre un exemple très simple. Imaginons que tu aies construit un catalogue de 300 œuvres. T'as pas de hits mondiaux, t'as même pas des gros placements, mais t'as des œuvres qui tournent un minimum. Et on va dire qu'en moyenne, chaque œuvre te rapporte 200 € par an. Donc on n'est pas non plus sur des dingueries en termes de revenus. Eh bien 300 œuvres fois 200 €, ça égale à peu près 60 000 € par an. Donc ça, c'est les revenus que tu vas percevoir de ces 300 œuvres. Mais maintenant, on va passer dans une logique de catalogue. Il faut te dire que, passé 5 ans, ces œuvres-là vont être considérées comme étant dans ton back catalogue. Donc c'est un catalogue qui est plus forcément exploité. Un catalogue où on a des titres qui vont amener une certaine récurrence en termes de droits. Mais il faut te dire que cet actif-là, ces 300 œuvres sur lesquelles tu touches 200 € en moyenne par œuvre et qui vont te générer 60 000 € par an, il faut te dire que pour une maison de disques, ou pour un label, ou pour un fonds d'investissement qui est spécialisé, c'est la chose la plus recherchée possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être une récurrence de revenus. Donc eux, ça va leur permettre de stabiliser leurs revenus. Et donc c'est à ce moment-là que ça devient un actif financier. Et sur le marché, ces actifs-là, ils peuvent être valorisés x8, x10, voire même plus. Des fois x15, x20, dépendant des œuvres que tu as dans ton catalogue. Mais imaginons qu'on part sur une valorisation x10,
mais un catalogue qui te ramène 60 000 € par an, en fait, tu peux le valoriser à 600 000 €. Et là, on parle pas de théorie, on parle de deals qui existent vraiment dans l'industrie. C'est vraiment des cas concrets, hein. Je te prends un exemple, mais tu as des cas concrets de ce genre absolument partout dans l'industrie. Et donc, comme tu le vois, imaginons tu arrives en fin de carrière, tu as besoin de prendre une bonne rémunération une dernière fois pour pouvoir financer, je sais pas moi, un nouvel appart ou pouvoir financer d'autres types d'investissements parce que tu veux changer d'activité ou n'importe quelle soit la raison, ou juste pour te mettre bien, tu veux t'acheter une féfé même, tu as besoin d'avoir ce genre d'actifs pour pouvoir te sécuriser aussi et pour pouvoir vraiment valoriser au maximum ton catalogue. Et donc, quand à la fin de ta carrière, tu décides de revendre tes éditions et tes points de master et que du coup, tu peux récupérer 600 000 € parce que tu as bien fait les choses pour pouvoir les récupérer, ça te permet de pouvoir anticiper l'avenir d'une manière beaucoup plus sécure. Alors, je le précise quand même, ça ne veut pas dire refuser tous les deals. Parfois, tu vas avoir des éditeurs avec lesquels tu vas travailler pour pouvoir accéder à des placements. Eh bien, évidemment, quand tu vas travailler avec un éditeur et qui va placer tes prods pour toi, évidemment, c'est lui qui récupère ta part d'édition. Mais ça ne t'empêche pas d'aller chercher ton point de master. Ceci dit, tout n'est pas toujours négociable, comme je te l'ai dit, mais dans le cas optimal où tu peux le faire, le plus important, c'est de récupérer et tes points d'édition et tes points de master, même avant même, je dirais, les droits d'auteur. C'est vraiment le plus important, parce que ça, tu vas pouvoir les valoriser, comme je te l'ai dit, en faire un catalogue et les revendre plus tard. Et donc, sur le long terme, je te conseille de fonctionner d'une manière où, à chaque fois que tu vas passer un deal avec quelqu'un, plutôt que de te dire là combien je vais prendre à l'instant T, genre est-ce que je vais avoir 1000 ou 1500 € de cachet, plutôt te dire sur le long terme, ça va être quel bénéfice de signer ce contrat et quel contrat va être le plus avantageux pour toi sur du long terme. Et je pense que c'est exactement cette logique qui fait la différence entre une carrière qui est court terme et qui t'épuise et une carrière qui te permet de construire vraiment et de solidifier des bases. Et évidemment, ce sujet-là rejoint un autre sujet qui est fondamental dans une carrière de compositeur. Choisir les bons artistes, les bons projets et les bonnes conditions. Parce que très souvent, ce ne sont pas tant les mauvais choix de contrat qui vont détruire ta carrière de compositeur ou en tout cas qui vont te la casser, ça va plutôt être les mauvais choix de projet. Donc les mauvais choix d'humains avec lesquels travailler. Et c'est pour ça que le mardi, j'organise une masterclass sur les 3 types d'artistes avec lesquels travailler et ceux à éviter absolument. Évidemment, cette masterclass, elle est gratuite, tu peux t'y inscrire. Il y a un lien en description et tu vas voir, ça va t'aider à vraiment faire les différences entre les types d'artistes avec lesquels travailler et surtout les moments de carrière dans lesquels tu peux venir vers un artiste pour travailler avec lui, créer un vrai lien, arriver sur le bon projet et en bénéficier à la fois artistiquement, mais aussi au niveau business. Et évidemment, ces connaissances-là, elles vont t'aider à éviter les projets qui vont juste te faire perdre du temps et qui vont jamais rien t'aider à construire de concret artistiquement et au niveau business. Mais ça va aussi et surtout t'aider à construire sur du long terme avec les bons artistes. Bref, le lien est en description si ça t'intéresse. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu. On n'oublie pas le petit like, le petit abonnement avec la cloche, ça fait toujours plaisir pour pas rater mes prochaines vidéos évidemment. Et si tu as un commentaire, si tu as une question, en commentaire tu peux me la poser et j'y répondrai avec plaisir.